Eh bien, allons-y. C'est parti. Bonjour à tous, on est ravis de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce webinaire. On va se présenter l'un après l'autre, pas à pas, sur comment réconcilier sa surface d'attaque externe avec l'interne. L'idée, c'est de faire quelque chose du plus proche de vos quotidiens et des cas d'usage qu'on peut avoir autour de ça. On est aujourd'hui 3 représentants d'Uncovery et d'Oversock. Pour ma part, je suis directeur des ventes chez Oversock et je vais laisser François et Adrien se présenter. Bonjour, donc moi c'est François Devienne, je suis RSSI d'Oversock depuis un petit peu plus d'un an et j'ai un passé de consultant en cybersécurité. Donc j'ai vu pas mal de domaines différents de l'industrie, collectivité, l'hospitalier, des ETI. Voilà. Je laisse Adrien se présenter. Et bonjour à toutes et à tous, donc je suis Adrien Petit, le CEO d'Uncovery. Je voudrais tout d'abord vous remercier, en tout cas les participants d'être présents sur ce live, mais aussi à l'équipe Oversock pour la proposition de webinaire croisé et puis pour l'ensemble de l'organisation. Alors peut-être Uncovery, en 2 petits mots, c'est une société spécialisée dans la gestion de la surface d'attaque externe que j'ai cofondée en 2021 avec mes associés Evin et Aurélien. Merci Adrien, c'est un plaisir de pouvoir faire ce webinaire avec toi aussi aujourd'hui et par rebond toute l'équipe Uncovery. On va donner quelques petits mots sur Oversock puis sur Uncovery un peu plus en détail et puis on rentrera tout de suite dans le vif du sujet derrière. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas très long sur la présentation des sociétés, mais au moins vous savez à qui vous avez affaire. Côté Oversock, on est une scale-up française, on est 28 aujourd'hui, on propose un produit qui est le premier CASM pour Cyber Security Asset Attack Surface Management européen. On verra un peu plus ce que ça veut dire que ce nouvel acronyme qui peut faire peur, qui est en réalité quelque chose de tout simple. La société a été fondée il y a un peu plus de 3 ans maintenant. On est lillois avec du monde à Paris, aussi dans le sud de la France. Donc une société qui grandit, une levée de fonds l'été dernier pour accompagner notre croissance auprès de Cyber Impact et Cléchat & Co notamment. Voilà, donc on aura le plaisir aujourd'hui d'être représentant d'Oversock avec François pour ce webinaire. François plutôt pour les parties, vous verrez, de présentation des cas d'usage terrain. Et je vais laisser la main à Adrien si tu veux nous dire quelques petits mots sur Uncovery. Oui, bien sûr. Alors, quelques mots sur Uncovery. Donc, c'est une société qu'on a créée en mars 2021, qui est une société française en cybersécurité, comme je le disais, spécialisée dans la gestion de la surface d'attaque externe, où on utilise aussi l'acronyme EASM pour External Attack Surface Management. Notre innovation, alors, elle est issue d'environ 6 ans de R&D, mais aussi de notre expertise dans la sécurité offensive, c'est d'avoir automatisé et industrialisé toutes les étapes qui sont réalisées par un attaquant pendant sa phase de reconnaissance. Et donc, on fournit une solution en SaaS qui est 100% automatisée et qui permet d'obtenir dans un premier temps une grande visibilité sur les actifs qui sont exposés sur Internet, mais également de connaître leur niveau de risque. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, on est référencé à l'UGAP, ce qui nous permet de travailler avec les organisations du secteur public, des ministères, des établissements de santé. Et puis, en parallèle, on accompagne aussi une 40aine d'entreprises du secteur privé, tout secteur confondu, que ce soit de la grosse PME, des ETI, aux grandes entreprises. Merci infiniment. Et on avait eu la chance de faire un premier événement ensemble début janvier qui était un petit peu confidentiel en haut du Cybercampus à Paris. Et sans plus attendre, sur l'agenda d'aujourd'hui, on va le décomposer en quelques points clés. Le premier étant une mise en situation. Donc là, c'est plutôt François qui va vous raconter un peu son quotidien, ses quotidiens passés, les mises en situation côté RSSI. La vraie question de quelles sont les solutions finalement pour réconcilier interne et externe. Donc on rentrera aussi un petit peu dans l'explication de ce que c'est que la surface d'attaque externe, de ce que c'est que ce qu'on avance être la surface d'attaque interne.
une petite démo de ce que ça donne en pratique et surtout des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas pendant la présentation aussi à poser vos questions dans le chat. On traitera plutôt l'ensemble des questions à la fin, dans l'ordre d'arrivée, on va dire, dans le chat. Ça permettra de recouper s'il y a des questions qui sont semblables et puis de ne pas perturber le fil de la présentation. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous passent par la tête surtout, posez-les dans le chat et on se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Et sans plus attendre, on peut rentrer dans le vif du sujet. François, je te laisse le micro. Yes, merci Vincent. Donc, au niveau du quotidien du RSSI, donc forcément il y a plusieurs thématiques. Donc forcément la sécurité, on sait que c'est un sujet critique pour l'ensemble des organisations. Et les équipes sécu ou la personne en charge de la sécu peut se sentir seule, se sentir sous l'eau, avoir l'impression de mettre quelque part des coups d'épée dans l'eau, parce que la sécurité, hein, comme vous le savez, c'est un sujet qui est vraiment transverse à l'entreprise et qui touche beaucoup de domaines, notamment les domaines techniques, domaines humains aussi, hein, forcément, domaines au niveau de la gouvernance. Et ça peut être, voilà, tous ces sujets-là peuvent être compliqués à orchestrer. Donc là, c'est vraiment des généralités hein, que je fais. Ça dépend vraiment les organisations, ça dépend la maturité, ça dépend aussi comment la direction voit aussi la sécurité. Donc voilà, tous ces facteurs-là peuvent faire en sorte que c'est quelque chose qui est compliqué à orchestrer. Il y a un besoin fort aussi de connaître précisément son système d'information. Alors, je vais reprendre le début d'une des citations de Sun Tzu, hein, c'est « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même ». Sur la position « Connais ton ennemi », quand on travaille dans la cyber, globalement, on sait que l'ennemi il est partout. Ça peut être de l'externe, ça peut être de l'interne. On va dire que cette partie-là n'est pas compliquée. Alors sur le papier, hein, bien entendu, dans les faits, c'est un peu plus complexe. Mais la partie connais-toi toi-même, donc qui est forcément prépondérante pour gérer la cybersécurité, voilà, c'est quelque chose qui est complexe. On le verra par la suite. Et c'est là que le CASIM et le ASM prennent tout son sens. De l'autre côté aussi, il y a la partie humaine, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec donc là c'est encore une fois une généralité, mais grosso modo pour la sensibilisation des collaborateurs, ça peut être quelque chose qui peut être compliqué. Alors encore une fois, ça dépend de la maturité, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de son secteur d'activité, bien entendu. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Alors ici un petit slide un peu en mode humour. C'est juste pour démontrer en fait que pour récupérer de l'information, ça peut être compliqué. Donc d'où le parcours de l'équipe sécu ou du RSSI ou responsable de prod, enfin voilà, du responsable sécu dans une entreprise, d'aller gratter l'information, la corréler, essayer de la faire de la rassembler au niveau d'un tableau Excel ou je ne sais quoi. Ça peut aussi passer par différents canaux. Donc là, ça peut être un canal Teams, un canal Slack, pour aller récupérer de l'information, essayer d'interroger toutes les parties prenantes d'une entreprise. Ça peut se révéler voilà une tâche qui peut être fastidieuse qu'on pourrait comparer potentiellement aux 12 travaux d'Astérix. Alors, la posture, donc de ce que nous on a remarqué et que le CASIM et Oversoc répond à cette problématique, c'est que grosso modo, on voit que
toutes les organisations, la donnée globalement, elle est présente. La donnée cyber est présente, et que en fait, il n'y a pas de base de données consolidée. Donc, ça peut passer par des tableaux Excel croisés dynamiques. Ça peut être autre chose, hein, bien entendu, mais grosso modo, la donnée n'est pas corrélée. Et ça donne des KPI et des données qui sont complètement erronées. Donc, en fait, le post Twitter qui est présent ici est vraiment parlant. Donc là, forcément, le trait est grossi. Mais de ce qu'on a pu voir, en fait, au travers de nos différents clients, de nos différentes communications, c'est que il y a personne, en fait, dans une entreprise qui a les métriques, qui a des métriques précis, notamment au niveau de la cartographie du SI. Quand vous demandez dans une entreprise combien vous avez de PC, combien vous avez de serveurs, bien souvent, on a un ordre d'idée, on sait grosso modo combien on a de PC, combien on a de serveurs, mais jamais c'est précis. Enfin, voilà, jamais on a les chiffres avec une précision très forte. Le postulat aussi, c'est que voilà, l'information est présente, mais de par l'organisation des entreprises, c'est siloté. La communication ne se fait pas bien. Grosso modo, tout le monde travaille un peu dans son coin, la sécu d'un côté, la prod de l'autre, la supervision, le support. Et malheureusement, en fait, ça ne communique pas. Les gens n'ont pas forcément accès à toutes les consoles. Et donc, en fait, la corrélation de cette donnée est rendue difficile. Alors, de ce qu'on peut voir aussi dans l'évolution, c'est que la sécurité est de plus en plus intégrée à toutes les parties prenantes de la DSI, voire de l'entreprise. Donc, ça a tendance à bouger dans le bon sens, mais voilà, il y a les outils comme le CASIM et le ASM permettent en fait de gagner en efficacité. Et de ce qu'on a pu voir aussi, c'est que donc les KPI, le reporting est difficile, et bien souvent en fait on va tordre des outils qui sont déjà présents, notamment des SIEM. On va prendre par exemple Splunk, où on va essayer de tordre les requêtes pour essayer de trouver de la donnée cyber et avoir des données de cartographie du SI. Et voilà, c'est des choses qui sont pas forcément facilement, comment dire, c'est des choses qui demandent du temps et qui sont pas simples, tout simplement. Et effectivement, et alors, c'est des problématiques qui sont vraies chez beaucoup de monde. En tout cas, nous, on le voit très régulièrement. Avoir de la donnée de qualité, ou des réponses à des questions qui peuvent être plus ou moins faciles, hein, comme celle qu'on voit sur la diapo à gauche. C'est pas facile, mais c'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le vivent. Il y a des solutions, et c'est l'objet aussi de la présentation d'aujourd'hui, c'est présenter des solutions face à ces problématiques-là. Et on verra dans quelle mesure aussi une extension de la combinaison de solutions qui existent sur le marché peuvent permettre d'aller plus loin encore dans répondre à ces problématiques que François, tu viens d'exposer. Est-ce qu'on peut passer à la slide juste suivante pour expliquer comment on répond, merci, à ces problématiques-là? En fait, le CASM, c'est ça, c'est répondre à ces problématiques de consolidation de données alors que la donnée existe déjà. Et c'est là où on va commencer à comprendre quelles peuvent être les interactions aussi entre un Oversock et un Uncovery, un logiciel de CASM et de ASM. Le principe de CASM, c'est de venir agréger les sources de données, la donnée qui existe dans les sources de données existantes au sein de l'entreprise. Donc, on va parler de données cyber, de données IT aussi, des outils comme des scanners de vulnérabilité, des EDR, tout aussi bien, par exemple aussi des CMDB, des outils de supervision réseau, des outils de virtualisation. Bref, toute la donnée, toute la matière qui existe déjà, elle va être agrégée par API ou par fichier plat, peu importe. Le but, c'est de ensuite corréler cette donnée-là en trouvant les marqueurs communs au sein de ces différentes sources de données qui font qu'un asset dans une source est le même asset dans les autres sources de données pour unifier le tout. Ça, c'est le principe même et phare du CASM. Donc, c'est dans le but de consolider la vue qu'on peut avoir sur le système d'information pour après aller
permettent d'être beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces dans les requêtes quand on cherche de l'information. Enrichir aussi cette information qu'on va avoir, cette espèce de base de données consolidée sur l'ensemble des assets du système d'information avec du contexte métier pour mettre en lumière davantage quelles peuvent être les zones, les assets sur lesquels on doit d'abord mettre l'effort parce qu'ils sont importants pour le métier. C'est aussi possible de taguer pour donner des responsables liés à ces assets-là, toujours dans l'idée d'aller prioriser, aider à prioriser, d'aller aider à mieux comprendre, à mieux voir ce qu'il y a dans le système d'information. Et c'est là où il y a un vrai lien qui peut se faire et qu'on fait avec des solutions comme Uncovery sur le fait que des solutions de ASM peuvent être une des sources d'entrée d'un logiciel de CASM et donc permettre après, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand on met de l'EASM en entrée, avec le reste de la donnée qu'on a sur la surface interne, on est capable d'aller trouver des marqueurs communs qui permettent de réconcilier cette surface interne avec cette surface externe. Et ça, c'est très pratique. On verra un peu plus en détail quels peuvent être les bénéfices liés à ça. Mais je vais d'abord laisser Adrien présenter un peu plus en détail ce que c'est que Uncovery en particulier et l'information que ça peut permettre de remonter. Alors effectivement, je vais vous présenter Uncovery, mais de manière plus large finalement, comment est-ce que ça fonctionne un EASM? Alors tout d'abord, un EASM par définition, c'est sur l'externe et c'est ce qu'on appelle agentless. Ça veut dire qu'on n'a aucun déploiement à faire sur une infrastructure. Donc ça nécessite derrière pour l'utilisateur uniquement de faire un paramétrage de la solution qui est très rapide. Ça prend en général quelques secondes. Il suffit uniquement d'avoir en fait de mettre en entrée des informations qu'on connaît par rapport à son périmètre, des noms de domaine, des sous-domaines, des IP, des ranges, etc. Une fois qu'on fournit ces informations à l'EASM, se déroule la première phase qu'on appelle la phase de cartographie, dans laquelle on retrouve de la découverte d'actifs et de la surveillance dans le long terme. Donc ça permet d'obtenir un inventaire. Pour les plus petits périmètres, côté Uncovery, ça nous prend quelques dizaines de minutes. Sur les plus gros périmètres, c'est quelques heures. C'est un inventaire qui est précis, à jour et sans faux positifs. Et ça, c'est très important, notamment pour les métiers, de se dire, OK, mon point de départ dans ma logique de gérer les risques, c'est de mettre en place des solutions, des services, etc. Mais ça nécessite forcément d'en avoir un inventaire qui est précis et à jour. À partir de là, le premier inventaire qu'on obtient, l'idée, c'est, puisque finalement, un système d'information, il évolue toutes les semaines, tous les jours, le SM doit pouvoir en fait avoir une surveillance en continu. Après, le besoin dépend des utilisateurs. On peut faire une mise à jour de son inventaire, que ce soit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ça dépend vraiment des métiers. Mais l'idée, c'est qu'on puisse finalement suivre cette évolution dans le temps pour détecter finalement un nouveau sous-domaine qui est apparu dont j'avais pas connaissance, peut-être un port, un service pareil dont j'avais pas connaissance, ou éventuellement des actifs qui auraient pu être décommissionnés. À partir de là, un EASM, ce qu'il est capable de faire aussi, c'est d'identifier, en tout cas d'aiguiller sur les assets qui sont légitimement exposés et ceux qui ne sont pas légitimes. Je m'explique. Alors, sans grande surprise sur l'ensemble d'une cartographie qui est faite d'un système d'information. Donc, j'entends bien les éléments techniques des domaines, des sous-domaines, des IP, des ports, des services, etc. 75% à 80% de ce qui est exposé, ce sont des services web. Et là-dedans, on retrouve des choses qui sont légitimement exposées, que ce soit le site vitrine, un blog, un site transactionnel, mais on a aussi des choses qui n'ont pas vocation à être exposées au grand public. C'est par exemple des mires d'authentification qui sont utilisées par les métiers. Ça peut être également des environnements de pré-production pour lesquels il n'y a pas de mire d'authentification devant, pour lesquels on n'a pas de filtrage IP, et donc on a accès directement à un contenu qui n'est pas forcément stable. Donc ça, un ESM est capable de vous donner cette vision-là. Donc vous obtenez un inventaire, et en complément, ce qui est capable de faire un ESM comme Uncovery, c'est de vous donner de la visibilité sur ce qu'on appelle le Shadow IT. Donc, alors, il y a deux niveaux de Shadow IT qui est qualifié côté Uncovery. Le premier, c'est finalement de ce que vous renseignez en dessous d'un nom de domaine ou d'un sous-domaine, c'est ce que vous ne connaissez pas, notamment par exemple au niveau d'un port qui était ouvert, c'est ce que je disais, mais aussi tout ce qui est finalement en bordure. Par exemple, des noms de domaine ou des sites web qui ont pu être enregistrés par des filiales, par des tiers comme des agences web, mais dont vous n'avez pas connaissance.
Et en fait, côté Uncovery, ce qu'on fait, c'est qu'à partir de l'inventaire de base, on vient récupérer et extraire ce qu'on appelle des attributs qui sont plus ou moins spécifiques à l'organisation. Et à partir de cet attribut, on fait des recherches en source ouverte pour trouver des assets de type Shadow IT. Un exemple concret, c'est par exemple un nom de domaine. On utilise une adresse mail pour l'enregistrer. L'information est publique dans le WHOIS. On peut ou pas l'anonymiser. À partir de cet attribut, donc une adresse mail, on peut faire des recherches en source ouverte pour voir s'il n'y a pas eu d'autres noms de domaine qui ont été enregistrés par cette adresse-là. Et donc, de facto, on peut identifier ces assets comme du Shadow IT Corporate dont je n'avais pas connaissance et on vient finalement le remettre dans la solution, enfin, le renseigner dans la solution pour que ça puisse partir en cartographie. Donc, de manière globale, ça, c'est vraiment la première brique d'un ESM, c'est la découverte et le monitoring de ces actifs. Côté Uncovery, on donne forcément plus de visibilité. Alors, c'est bien, c'est nécessaire, mais on s'est rendu compte que ça rajoute du travail quand on parle de gestion des risques côté RSSI et côté des équipes cybersécurité. Et donc, c'est là où intervient la deuxième, on peut passer au slide suivant, en tout cas à l'animation suivante. C'est là où intervient en fait cette deuxième grande fonctionnalité d'un ESM, c'est de pouvoir évaluer les différents actifs qui ont été identifiés et s'il y a des problèmes qui ont été constatés, de pouvoir prioriser derrière les actions qui doivent être mises en place. Là-dessus, avec Uncovery, sur l'analyse, on procède de deux manières. Soit une analyse passive, soit une analyse active, c'est suivant les besoins des utilisateurs. Mais vous verrez un petit peu plus tard, et je m'attarderai surtout sur l'analyse passive et plus particulièrement ce qu'on appelle l'hygiène des sécurités. Donc l'idée, c'est par rapport je dirais à des sujets, à des thématiques. Par exemple, est-ce que j'ai des accès distincts exposés, des services de partage de fichiers, etc. Est-ce que j'ai un de mes assets qui présente cet éventuel problème? Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'analyse passive. Et en fait, ce qui se passe, donc ça fonctionne au travers de règles de détection. Quand on a un match qui est fait entre un asset et une règle, automatiquement, ça va créer un ticket derrière pour pouvoir permettre une remédiation, une correction rapide. Donc là-dessus, vous avez un ensemble une liste en fait de problèmes qui est identifiée. Donc ça, c'est la deuxième grande fonctionnalité, évaluer et pouvoir prioriser. Et enfin, la troisième, je veux bien qu'on se passe parfait. L'idée, c'est de pouvoir en fait, alors l'ensemble de cette information, elle est accessible au travers de la plateforme, mais ce qui est important pour un ESM finalement, c'est de pouvoir s'initier dans le workflow, dans les outils qui sont utilisés au quotidien par les équipes opérationnelles. Donc là-dessus, on retrouve différents types d'outils, et notamment le CASIM avec Oversock, mais on est capable aussi de pousser vers d'autres types de solutions comme du ticketing, du messaging et du SIEM. Donc c'est là où je dirais ça va permettre finalement de pouvoir faire une réconciliation externe et interne avec un connecteur Uncovery vers Oversock. On pourra, au travers du cas d'usage qu'on va vous présenter, faire cette réconciliation. Et merci à tous les deux pour les interventions jusque-là. Donc effectivement, c'est le moment le plus intéressant, je pense, sur le cas d'usage qu'on va pouvoir présenter maintenant. Tu veux commencer, Adrien, si tu arrives à prendre la main sur le partage? Ouais, je vais prendre la main et présenter ce qu'on a fait avec François. Alors, je vais partager mon écran. Dites-moi quand c'est bon pour vous. Normalement, ça devrait s'afficher. C'est tout bon de mon côté, en tout cas. Ok. François, bon aussi de ton côté? Ok. Merci. Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai demandé en fait à François de renseigner, comme je vous disais, des inputs dans la solution qu'il connaissait. Donc, comme vous voyez, il y a eu des domaines, des sous-domaines. Une fois de plus, on n'a pas besoin d'être exhaustif. De toute façon, c'est le principe d'un ESM. Donc ça, c'est des choses qui ont été paramétrées au lancement pendant la configuration, mais on peut par la suite, si on a besoin, venir renseigner des éléments complémentaires. Donc, à partir des éléments qui ont été fournis, la solution a fait la phase de cartographie et a remonté l'ensemble des actifs, des assets qui sont présents dans cette vue-là. Alors, cette vue, comment est-ce qu'elle est construite? Vous avez en fait l'ensemble, plusieurs colonnes dans une table, l'ensemble des actifs, des sous-domaines ou des IP lorsqu'elles ont été renseignées et qu'elles sont directement exposées sur Internet qui sont recensées ici. Alors, on vient uniquement remonter ce qui est exposé sur Internet. Si par exemple, vous avez un sous-domaine pour lequel, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'IP,
à l'instant T, l'attaquant ne le verra pas non plus, donc on ne viendra pas remonter l'information. Mais comme je vous le disais, le principe, c'est de faire la surveillance en continu. Si plus tard, on vient exposer quelque chose dessus, on viendra l'identifier. Pour chacun des assets de type sous-domaine, derrière, on vient récupérer les machines, et puis on attribue un statut qui est étroitement lié finalement au principe de surveillance en continu. Donc, on a différents statuts. Vous le voyez un peu plus bas, on a un statut qui est active. Ça veut dire qu'un asset, entre deux lancements, rien n'a bougé dessus, notamment au niveau des ports. Donc, pas de nouveaux ports ouverts, pas de nouveaux ports fermés. Au niveau du statut change, là, il y a une évolution entre deux lancements. Ça peut être, comme je vous le disais, un nouveau port ou un port qui a été fermé. Et puis, vous voyez un statut aussi qui est celui qui est le new. Là, par exemple, les tests SSH par rapport à la dernière cartographie qui avait été faite quelques jours avant, le sous-domaine n'était pas existant. Donc, on l'a bien détecté sur le nouveau lancement. Donc ça, c'est pour les statuts. Et par la suite, on vient indiquer rapidement le nombre de services qui sont actifs et que lorsqu'on peut le récupérer dans l'enregistrement Wiz, l'organisation en question quand c'est pas anonymisé. Et enfin, une géolocalisation de la machine en question. Donc ça donne un inventaire, ça vous donne de la visibilité. Quand on parle d'analyse de gestion du risque, alors on peut travailler et venir manuellement renseigner des requêtes là-dessus. Par exemple, est-ce que j'ai des services d'accès à distance de type RDP ou autres qui sont exposés, et automatiquement, ça vous filtrera les assets qui sont concernés. On peut également passer par un système de filtre. En fait, on vient catégoriser tous les types d'éléments techniques qui sont exposés sur Internet. Et finalement, quand vous viendrez cliquer sur un élément, ça viendra automatiquement sélectionner les assets qui sont concernés ici. Mais comme je vous le disais, ça peut être un peu fastidieux, il y a une approche manuelle, et donc l'idée, c'est d'automatiser tout ça, donc la phase d'analyse. Donc pour la partie analyse passive, comment est-ce que ça fonctionne? On propose en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, différents modules. Et celui-ci, Security Controller, donc, qui est de l'hygiène de sécurité. Donc, vous avez quasiment une quarantaine de règles de détection passive pour lesquelles on a des catégories, donc vous voyez, de type base de données, ou type développement, partage de fichiers, accès distant, etc. Chacun d'entre eux peut être associé à un ou plusieurs standards ou référentiels. Et enfin, on attribue un niveau de criticité derrière. Ce qu'on a fait dans le cas de figure, dans ce cas de figure-là avec François, c'est qu'on a activé, vous le voyez, on peut activer tout ou partie des règles. On a activé l'ensemble pour voir s'il y avait éventuellement un sujet au niveau d'un point de vue hygiène de sécurité. Et donc, ce qui se passe, c'est que toutes ces règles-là sont jouées automatiquement sur tous les assets qui sont détectés. Et lorsqu'on a un match, comme je disais, qui est fait, ça vient pousser un ticket, un problème au travers d'une liste. Donc là, vous le voyez, donc c'est pour l'asset test ssh.oversock.com. Donc, on a bien identifié côté Uncovery un problème de type hygiène de sécurité, donc un serveur SSH qui était exposé, pour lequel, quand on clique dessus, sur le problème, on récupère, en tout cas, on a à disposition différents types d'informations, un résumé, des conséquences liées, des recommandations assez génériques, et puis enfin un focus sur l'asset particulier. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la donnée elle est disponible au travers de la plateforme, mais l'idée c'est de pouvoir réconcilier avec l'interne. Donc, Uncovery, une fois de plus, on n'est que sur l'externe. C'est via un connecteur pouvoir récupérer dans un premier temps, si c'est possible, récupérer l'ensemble des assets et puis éventuellement les problèmes qui ont été identifiés. Donc voilà en tout cas sur la volet Uncovery, ce qu'on a fait avec François dans un premier temps. Est-ce que tu voulais compléter, François, ou c'est bon, on passe sur ton... Non, du tout, c'est bon. Je te remercie pour cette présentation. Alors, en fait, le but, comme l'a présenté Adrien, c'est de venir récupérer les données de l'ESM, donc là, en l'occurrence, d'Uncovery, et de venir, en fait, les corréler, les unifier à la donnée interne pour avoir le plus de contexte, le plus de visibilité possible sur le SI en général, parce que au travers de nos retours d'expérience, nos différentes discussions, et que la plupart des responsables sécu, des responsables de prod et compagnie, quand on leur pose la question, est-ce que vous êtes capable de nous donner à l'instant T ce qui est exposé sur Internet et de le lier à l'interne, dans 80,
allez, je dirais 95, voire 96%, voire même un petit peu plus, ils sont incapables de nous donner un état exhaustif en fait de ce qui est exposé et de le lier en fait avec la partie des services internes. Et donc là, en fait, le fait de venir récupérer la donnée d'Uncovery et la lier à Oversock aux données qui sont déjà présentes, comme le disait Vincent tout à l'heure, données de CNDB, les données d'EDR, d'antivirus, de scan de vulnérabilité. Le but, ça va être de lier les deux. Et donc là, en fait, vous avez le résultat en fait de ce qui a été fait avec Uncovery. Donc en fait, on voit qu'il y a la liaison donc avec l'externe et l'interne. Et donc en fait, on va venir corréler les données de vulnérabilité. Donc je vous montrerai en fait la partie vulnérabilité juste après. Donc les vulnérabilités externes et les vulnérabilités internes. Et donc là, ce que vous voyez à l'instant T, c'est vraiment une vue qui est orientée infrastructure. Mais le but aussi, ça va être de venir alimenter l'information qui est dedans, de venir contextualiser, mettre notamment des données liées au métier. Et le but, en fait, ça va être vraiment de venir offrir un média commun de communication à toute la DSI. Donc, quand je dis média commun à toute la DSI, c'est que ça va être vulgariser le plus possible la donnée pour pouvoir parler donc déjà aux gens de l'informatique, à la direction générale ou par exemple aux product leaders, product owners ou des gens du métier pour que la donnée soit vulgarisée, que ça leur parle en fait. Ça va vraiment être le but. Et donc là, le but aussi de venir amender la donnée qui est déjà existante par la donnée externe, ça va permettre de venir challenger les process existants, notamment de patch management, de scan de vulnérabilité, et éventuellement de venir découvrir du Shadow IT. Ça, on l'a vu de par nos différentes expérimentations. Il y a toujours des serveurs qui devaient être décommissionnés, qui sont encore en fonction et qui exposent encore des services. Et comme c'est en dehors du scope, ben voilà, les serveurs ne sont plus forcément patchés et donc ça crée des failles de sécurité qui peuvent être facilement exploitées et compromettre les informations de l'entreprise. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, hein, donc là en fait on a récupéré les données en fait qu'Uncovery a donné sur testssh.oversock.com. Donc là on voit que la vulnérabilité hein, qui est liée à la partie SSH et aussi ce qui est lié aux bonnes pratiques tout simplement. Et donc là, comme je vous le disais, en fait, on a lié aussi ça aux données qui ont été générées par le scan de vulnérabilité interne, donc la partie Nessus. Et donc, en fait, comme je vous le disais, ça permet vraiment de venir mettre du contexte et offrir de la visibilité à toutes les parties qui en ont besoin en fait au sein d'une DSI et d'offrir de l'agilité, de la rapidité en fait dans l'accès à l'information et encore une fois de venir challenger éventuellement les process ou venir les améliorer pour offrir de l'efficacité. Voilà ce que permet en fait d'intégrer Uncovery à Oversock, tout simplement. Merci François, merci Adrien pour les cas d'usage. Donc si on résume, il y a une intégration native aujourd'hui entre Uncovery et Oversock qui permet d'aller de l'identification de ce qui est exposé jusqu'à la réconciliation avec ce qui est présent dans le SI aussi côté interne, dans le but de toujours gagner en visibilité. On arrive sur la fin de cette présentation. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que vous avez des questions dans le chat pour ceux qui visionnent? On a encore un petit peu de temps si vous voulez pour y répondre et ça sera avec plaisir. À moins que François ou Adrien aussi vous vouliez ajouter quelque chose.
de mon côté, c'est tout bon. Ça marche. On se laisse 2 minutes pour voir si des questions arrivent. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on va laisser 1 minute, parfois le temps de... On a une question a priori de Marc Aurel. Est-ce qu'il est possible de mettre des annotations sur les assets? Alors, je vais laisser Adrien répondre sur la partie Uncovery. Et je répondrai sur la partie Overstock. Oui, tout à fait. Alors, côté Uncovery, sur ce que je vous présentais tout à l'heure, les assets, alors je n'étais pas rentré dans le détail parce que ce n'était pas l'objet d'aujourd'hui, mais effectivement, on peut en fait venir mettre ce qu'on appelle créer un système de collection, d'attribuer des tags sur les différents assets. Par exemple, taguer un ensemble d'assets et de dire ceux-là appartiennent à l'entité, par exemple en France, au Portugal, ou sur des sujets plus liés à des métiers, on en parlait rapidement, tout ce qui est pré-production ou autre, pouvoir taguer, en fait, délimiter ce genre de choses. On peut effectivement venir en fait annoter ou taguer, mettre des choses sur l'ensemble des différents assets. Et en complément, on peut en fait, donc c'est une recherche qui peut être faite sur ou par laquelle on crée une collection. On peut venir en fait sauvegarder ce principe de recherche et de collection pour qu'après à chacune des nouveaux lancements, nouvelles récurrences, si un nouvel asset qui apparaît, on peut automatiquement le classifier, le catégoriser par rapport à quelque chose qui aurait été créé en amont. Donc oui, c'est possible côté Uncovery. Et côté Overstock, c'est des informations qu'on pourra aussi récupérer, sur lesquelles on pourra venir rechercher, requêter, et également depuis les sources internes aussi venir directement dans la plateforme taguer, ajouter de l'information sur un contexte, sur un asset particulier. Est-ce qu'il est vital pour mon métier? Est-ce qu'il est important? Qui est en charge de la remédiation, par exemple, si quelque chose se passe dessus? Donc c'est à la fois quelque chose qu'on peut récupérer côté Uncovery ou qu'on peut aussi venir challenger avec ce qui est présent dans les outils internes ou enrichir les outils internes de tags créés directement à la volée. C'est ça. Et pour compléter ce que dit Vincent, ça va permettre aussi vraiment de mettre en avant vos chaînes de valeur et de retrouver la donnée très facilement. Et ça me permet de rebondir sur le média commun de communication interne, pardon. Et justement, ça va venir enrichir toutes les données qui sont présentes dans Overstock. Et pouvoir parler en fait à des décideurs ou à des product owners, justement pour vulgariser l'information qui est à la base vraiment orientée infra, orientée cyber. Merci Marc Aurel pour la question. On a effectivement, c'est toujours un exercice intéressant et pas forcément facile de présenter à la fois la synthèse sans rentrer dans le détail technique des intégrations mutuelles de nos outils. Donc n'hésitez pas à nous contacter directement si vous voulez plus d'infos, rentrer plus en détail dans le cas d'usage aussi. Et on sera ravis de pouvoir préciser et vous présenter davantage merci Marc Aurel, de présenter davantage encore le cas d'usage en profondeur. Est-ce que vous avez une ultime question dans le chat? Sinon, je pense qu'on va pouvoir en rester là. Bon, ça laissera les 30 secondes d'outro et puis si quelqu'un veut se manifester. En tout cas, merci beaucoup Adrien. Ça a été un plaisir de monter ce webinaire avec toi. Et puis, au plaisir de continuer à bosser ensemble comme on le fait déjà. Merci encore une fois à vous et puis à l'organisation de ce webinaire croisé. Merci à tous. Et merci à toutes et à tous pour avoir suivi ce webinaire. Et puis à votre dispo si vous avez davantage de questions. Très bonne journée à tous. Très bonne journée. Au revoir.